La science pour explorer et comprendre le monde. Tel est le message que porte une institution qui rassemble aujourd'hui près de 400 scientifiques choisis parmi les plus éminents spécialistes français et étrangers. Cette institution, c'est l'Académie des sciences. Depuis sa création en 1666 jusqu'à nos jours, l'Académie des sciences réunit certains des plus grands esprits de leur temps pour faire rayonner les connaissances. L'Académie des sciences encourage l'audace, la curiosité, la liberté et l'exigence qui caractérisent l'esprit scientifique. Elle porte ce message en France et dans ses relations avec les autres académies du monde. En remettant chaque année plus de 80 prix dans de nombreux domaines, elle met en valeur les talents scientifiques les plus remarquables du monde actuel à l'échelle nationale et internationale et encourage les nouvelles générations de chercheuses et de chercheurs à poursuivre la voie de leurs prestigieux prédécesseurs. Et dans un monde qui a plus que jamais besoin des lumières de la science, l'Académie éclaire les grandes questions qui traversent nos sociétés. Numérique, énergie, biosécurité, recherche spatiale, environnement et biodiversité, santé. Par ses rapports indépendants, accessibles à tous, elle enrichit le débat et met au service des politiques publiques l'expertise de ses membres. Ces connaissances, les scientifiques de l'Académie des sciences les partagent au plus grand nombre. Conférences tout public, podcasts ou encore publications héritières des comptes rendus de François Arago, la diffusion des connaissances, l'enseignement et l'éducation sont au centre de ses missions. Portée par un héritage multiséculaire, ancré dans le présent et tourné vers l'avenir, l'Académie des sciences est au cœur de la vie scientifique. Alors, comme vous le savez, le château d'Abadia, le château observatoire Abadia est une propriété de l'Académie des sciences et une des missions de l'Académie des sciences, c'est la diffusion des savoirs, l'encouragement de la recherche et bien d'autres missions, mais la diffusion des savoirs qui, ici, prend place à travers une série de conférences données par des académiciens régulièrement dans l'observatoire d'Abadia. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir par le miracle de la technique, Pierre Léna, qui a une petite contrariété médicale et qui nous fait quand même le plaisir de tenir son engagement et de nous proposer une conférence autour de son dernier ouvrage, L'Atlas historique du ciel, paru aux éditions des Arènes avec Christian Grattalou. On va revenir sur cet ouvrage dans un petit moment. Pierre Léna, a-t-il besoin de le présenter? Alors, Pierre Léna, bonjour, mesdames. Pierre Léna, c'est un grand chercheur, un enseignant-chercheur avec un parcours d'excellence, normalien, agrégé de physique, doctorat en sciences. C'est un astrophysicien. Il s'est intéressé particulièrement à l'infrarouge, un domaine de la lumière. Il en parlera lui-même beaucoup mieux que moi. Il s'est intéressé au Soleil d'abord, puis aux étoiles, et puis il a participé au développement d'instruments nouveaux, de grands télescopes, avec l'interférométrie optique, avec l'optique adaptative. C'est sur ces principes-là, sur ces techniques-là, qu'aujourd'hui sont construits les plus grands télescopes dans le monde. Mais Pierre Léna, au-delà de son parcours d'enseignant-chercheur, c'est aussi un homme qui est profondément impliqué dans la diffusion des savoirs depuis longtemps, puisqu'il est un des pères de l'action La main à la pâte, qui est donc tourné vers l'enseignement des sciences à l'école primaire, dont il est toujours le président honoraire. Il est bien sûr académicien. Et c'est un vulgarisateur de talent. Il a été enfin, moi, c'est une série qui m'a beaucoup frappé, qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. C'était Les Tours du monde, Tours du ciel, qu'il a conçu avec Serre, le philosophe des sciences. Et donc, voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je crois que j'ai essayé de faire une rapide présentation de Pierre Léna. Lui-même, peut-être, complétera cela si c'est nécessaire. Et puis, merci beaucoup, Pierre, de faire cet effort, de tenir ton engagement pour le public endaillé
que je remercie aussi de s'être déplacé malgré le contretemps. Voilà. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis de la Société astronomique du Pays Basque, bonjour Frédéric et mes amis du château d'Abadia. Je vous prie d'excuser mon absence. J'aime beaucoup venir à Abadia, j'y suis venu souvent, j'espère y revenir encore quelques fois. Mais la raison voulait que cette fois j'évite le long voyage depuis Paris et que néanmoins j'essaie de vous parler par Zoom. Voilà, donc je vais vous présenter pendant à peu près une petite heure cette histoire du ciel que j'ai appelée Les humains face au ciel pendant des millénaires. C'est l'objet de ce livre dont Frédéric, je te remercie d'avoir rappelé l'existence et dont on pourra peut-être reparler dans les questions tout à l'heure. Voilà, alors pourquoi avec Christian Gratalou, qui est un historien plutôt géographe d'ailleurs, qui a publié trois ouvrages qui ont eu un immense succès de librairie, que vous connaissez peut-être, une histoire mondiale, un atlas historique mondial, donc un atlas historique de la France et puis un atlas historique de la Terre. Et il nous a semblé que le ciel méritait le traitement que la Terre avait reçu. Donc nous avons entrepris cette histoire du ciel qui est basée sur des cartes. Alors je vais respecter dans ma présentation un peu la structure de cet atlas, c'est-à-dire vous ne verrez pas beaucoup d'images qui sont sorties d'ailleurs, mais c'est intentionnel et évidemment, le parcours de 6000 ans d'histoire, c'est à peu près la période qui nous sépare des premières attestations écrites en Chine, puis à Babylone, de l'intérêt des humains pour le ciel. Ce sera très homéopathique. J'ai retenu dans cet immense parcours quelques éléments. Une autre remarque avant de commencer, c'est que le ciel, vous voyez, j'ai choisi comme titre une histoire du ciel et non pas une histoire de l'astronomie. Pour nous, l'astronomie est une science, astrophysique, astrochimie, mécanique céleste, bioastronomie maintenant. C'est une science avec les méthodes de la science, mais au cours de l'histoire humaine, le ciel a représenté bien autre chose, bien plus, bien davantage que l'aspect proprement astronomique. Et même cet aspect scientifique, il est né au milieu de toutes sortes de visions sur le ciel qui combinaient, nous allons en parcourir quelques-unes, des visions qui étaient philosophiques, métaphysiques, religieuses, politiques, esthétiques et utilitaires pour la société. Donc il s'agit bien du ciel, même si par choix, en particulier impliqué par ce qu'est devenu aujourd'hui la connaissance du ciel, nous allons converger sur beaucoup de questions de sciences astronomiques. Mais peut-être il est important de se rappeler, et j'y reviendrai en conclusion, que cette multidimensionnalité du ciel, qui comprend la science mais qui ne s'y réduit pas, ce n'est pas une histoire des Babyloniens, des Persans, des Arabes ou des Grecs, c'est encore une histoire aujourd'hui. Le ciel aujourd'hui, bien sûr, est l'objet de la passion des astronomes et de la recherche de nos observatoires, mais il est aussi un lieu de conquête commerciale, politique, militaire, un lieu d'affrontement, et il est aussi un lieu qui appelle toujours la méditation humaine et le dépassement de l'homme. Donc voilà, la science est là, bien sûr, mais il n'y a pas qu'elle. Alors, ce ciel, il est donné à l'humanité partout où il n'y a pas de nuages et où on peut voir la nuit étoilée, et il est donné tel quel.
un, un semis de points brillants avec cette grande traînée blanchâtre que nous appelons la Voie lactée. Et sur ce semis de points brillants, quelques objets qui se déplacent de manière plus ou moins régulière. En réalité, 7 objets, la Lune et le Soleil, que la Genèse appelle les grands luminaires, les 5 planètes brillantes visibles à l'œil nu, et puis, de temps en temps, des phénomènes tout à fait surprenants, étoiles filantes, comètes, nouvelles étoiles qui durent quelques semaines et disparaissent. Donc ce ciel est à la fois, depuis la nuit des âges, une image de la beauté surprenante, de, de la fixité immuable et du changement difficile à comprendre. Et c'est à ce ciel-là que s'est attachée l'humanité dans ses différentes cultures. Alors, comme toujours, le premier sujet d'une expérience perceptive de l'homme, c'est de faire une image, un dessin, un graphique, la peinture, mais avant la peinture, les peintures rupestres, les représentations d'hommes ou d'animaux sur les parois de Lascaux ou de la grotte Chauvet ont toujours visé à rendre à la fois objective et partageable une expérience singulière de perception visuelle. Le ciel n'a pas échappé à cela, puisque vous avez à gauche la plus ancienne carte du ciel connue. C'est un disque daté qui a été trouvé relativement récemment en Allemagne, dans une fouille qu'on appelle le disque de Nebra, qui est daté de l'âge du bronze, moins 1600, et qui, à l'évidence, est une carte du ciel. Il contient la Lune, le Soleil, peut-être une comète ou la Voie lactée dans ses bandes brillantes, des étoiles réparties et en particulier un petit groupe de 7 étoiles que vous voyez un peu au-dessus du centre à droite, qui est vraisemblablement une représentation des Pléiades. Donc voilà la plus ancienne carte. Alors on a des cartes pratiquement contemporaines en Chine, euh, mais celle-ci a été trouvée récemment et les cartes chinoises sont quand même un peu postérieures. Alors, ceci est le résultat d'une exploration du ciel à l'œil nu. Jusqu'à ce point de rupture, de transition plutôt, qu'a représenté la Renaissance et l'apparition de la lunette astronomique, toute l'humanité n'a jamais eu accès au ciel autrement qu'avec cet œil nu que vous voyez là, une pupille dilatée de 7 millimètres maximum par nuit noire et une rétine aux propriétés remarquables. Et puis une rupture à la Renaissance, 1610, nous y reviendrons, 3 siècles de télescopes et aujourd'hui, à l'extrême droite, le grand télescope James Webb placé dans l'espace, 6,40 m de diamètre et des performances extraordinaires, mais toujours pour faire une image. Et vous avez en dessous la grande image d'un des champs du James Webb télescope où la couleur des galaxies représente leur distance. Plus elles sont éloignées, plus elles sont rouges à cause du phénomène de l'expansion de l'univers. La taille de cette image, comparée à celle de gauche, c'est un tout petit champ puisque c'est 2 minutes d'arc, c'est-à-dire le 15e du diamètre de la Lune ou du Soleil, tel que vous le voyez. Donc vous voyez, c'est un tout petit champ par rapport à l'image de droite. Voilà. Donc ces 6000 ans d'histoire, ils parcourent de la gauche à la droite, de l'œil nu au télescope. Parlons un instant de l'œil nu, si vous voulez bien, et de ses propriétés. Nous disposons d'un outil absolument prodigieux, façonné par à peu près 500 millions d'années d'évolution, depuis
les poissons essentiellement, et qui a abouti à un instrument qui est capable de voir les grains de lumière, les photons, presque un par un, qui a un temps de pause limité à un dixième de seconde à peu près, hein, c'est la pause de l'œil, et qui a surtout une résolution optique, c'est-à-dire une capacité de voir les détails qui est assez remarquable, mais néanmoins limitée. Alors pour illustrer cela, et les astronomes qui sont dans la salle connaissent ça très bien, hein, euh, comment désigne-t-on les limites de la vision humaine? Eh bien, à l'aide d'un angle, notre division du cercle en 360 degrés, de nos degrés en 60 minutes d'arc et de nos minutes en 60 secondes d'arc, est un héritage babylonien qui date d'environ contemporain, mais dans un autre lieu terrestre, que le disque de Nébra, donc environ 15 siècles avant notre ère. Les Babyloniens ont construit ce système sur une base des multiples commodes du nombre 60. 60 a beaucoup de diviseurs, donc c'est très commode pour diviser un cercle. Et cette division, qui s'est appliquée d'abord au ciel, puis à la Terre, à ses méridiens assez parallèles, cette division du cercle, nous l'avons conservée. Alors juste pour donner l'échelle, hein, la Lune, tout le monde l'a vu ici, donc c'est 30 minutes d'arc, soit un demi-degré. Elle se déplace dans le ciel dû au mouvement de la Terre de son diamètre en environ 2 minutes de temps. Ceci nous lie d'ailleurs la mesure des arcs et la mesure du temps. Et nous allons voir et revoir à quel point le ciel et le temps sont liés. Alors, avec ces unités-là, la limite de l'œil humain, le vôtre, le mien, c'est environ 5 à 10 minutes d'arc. C'est un peu meilleur chez les enfants et puis moins bon chez les vieillards comme moi. Et cette limite a été la limite imposée à l'humanité tout entière qui n'avait que ce seul instrument jusqu'à la Renaissance, à l'exception du travail remarquable d'un homme, Tycho Brahe, à la fin du XVIe siècle, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Et puis tout d'un coup est arrivée la lunette de Galilée, un saut assez primitif pour le premier modèle. Donc néanmoins, vous voyez, on passe de 10 minutes à 10 secondes, c'est-à-dire un saut d'un facteur 60, gigantesque. Et puis les télescopes optiques jusqu'à à peu près 1990, encore un saut d'un facteur 10, de 10 secondes à 1 seconde. On sépare mieux les détails des images. Et puis les grands télescopes actuels, alors le saut est considérable, un facteur 50 et dans certains cas bien davantage. Donc les objets célestes, on ne parle pas d'eux par leur taille, mais par un angle. L'angle sous lequel nous voyons la Lune, c'est un demi-degré. Celui sous lequel nous voyons le Soleil, c'est un demi-degré. Et cet angle est au fond une mesure de notre acuité visuelle. Vous avez l'observatoire du Chili européen dans la partie droite de l'écran et vous voyez dans le ciel une comète et vous voyez la constellation des Pléiades. Cette constellation, la voici avec une image au télescope en bas et une image donnée à l'œil nu en haut. Et vous voyez le résultat de cette limite de résolution de l'œil humain, 5 à 10 minutes d'arc, hein, donc j'ai pris une valeur intermédiaire, 8 minutes, et les images sont floues. Et donc les images astronomiques sont floues, mais les yeux sont un peu inégaux, et c'est amusant de noter que aussi bien le grand conquérant Darius que le grand conquérant Alexandre, donc 5e siècle avant 6e siècle avant notre ère et 4e siècle avant notre ère, sélectionnaient leurs archers, il y a intérêt à ce que l'archer ait une bonne vue, en leur faisant compter les étoiles des Pléiades. Et ceux qui arrivaient à compter jusqu'à 7 ou même au-delà, ben, c'est qu'ils avaient une très bonne vue et ils avaient un contrat de travail
pour aller se faire tuer sous les murs de Persépolis. Alors ce ciel, c'est un lieu d'expérience humaine, émotive, considérable. Chacun d'entre nous, par une belle nuit sans lune, a vu la Voie lactée. Et cette Voie lactée, dont la nature est demeurée très longtemps mystérieuse, a provoqué de très nombreux récits. J'ai ici quelques récits dans différentes cultures, en Afrique australe, dans notre civilisation, où on l'appelait au Moyen Âge le chemin de Saint-Jacques, hein. Et en particulier, j'en ai retenu une chez les Chinois, où une très belle légende raconte l'histoire d'une fée qui ne veut pas que sa fille fée elle-même tombe amoureuse d'un berger, et pour séparer ce couple, la fée va les envoyer au ciel et créer un fleuve de lumière entre les deux. Mais comme elle a un petit peu de pitié maternelle, eh bien, un jour par an, elle autorise un pont qui est construit par un vol d'oiseaux, des pies, qui viennent permettre aux amants de se rejoindre. Et c'est une belle histoire qui marque la société chinoise d'aujourd'hui, puisque le jour anniversaire de ce pont que traversent deux étoiles brillantes, Vega et Deneb, situées de part et d'autre du fleuve de lumière, eh bien, c'est le jour où on aime bien célébrer aujourd'hui les mariages en Chine. Donc, la Voie lactée, elle résume en quelque sorte une multitude de questions face au mystère du ciel dans l'histoire humaine. Aujourd'hui, bien sûr, un télescope comme Gaïa, qui est une mission européenne toujours dans le ciel, mais qui est pratiquement terminée, a cartographié les étoiles individuelles de la Voie lactée en donnant leur position, leur couleur, leur mouvement. Et vous voyez ici une image extraite du catalogue de Gaïa. Gaïa a compté 1,7 milliard d'étoiles. Il y en a à peu près 10 fois plus dans la Voie lactée, mais c'est déjà pas mal d'en avoir catalogué 1,7 milliard. Alors, ce ciel est l'objet de l'attention des cultures. On ne va pas les parcourir toutes, on en a retenu un peu plus dans l'Atlas, hein. Et en Mésopotamie, Babylone, Ninive, hein, le ciel est d'abord un instrument astrologique, mais pas du tout comme on l'entend encore chez nous aujourd'hui, une astrologie qui nous dira si on est né sous un bon signe ou sous un mauvais signe, pas du tout. L'astrologie est une astrologie qui sert le pouvoir. Ce qui se passe dans le ciel peut signifier que le prince prend ou ne prend pas les bonnes décisions, que telle bataille, tel jour est opportune ou inopportune, que l'apparition de telle comète signifie un message céleste. Dans la culture mésopotamienne, la conception de ce rapport ciel-terre est bien différente de ce qu'il est dans la culture chinoise, dont je n'aurai pas le temps de parler, mais qui est passionnante puisque l'empereur s'appelle fils du ciel. Je ne sais pas si M. Xi Jinping se fait encore appeler souvent fils du ciel, mais il pense certainement qu'il en est un. Une des conséquences du fonctionnement de cette astrologie, c'est la nécessité de tenir des observations rigoureuses, de mesurer la position des étoiles avec autant de précision qu'on pouvait le faire à l'œil nu, de suivre le mouvement des planètes qui, elles, se déplacent par rapport aux étoiles, et de garder trace, un peu comme les chroniques que fait l'historien du pouvoir, de tout ce qui se passe dans le ciel. Donc d'avoir des fonctionnaires qui sont des astrologues et qui vont collationner, non pas au fil des années, mais au fil des siècles ou même des millénaires, gravés sur des tablettes ou des parchemins, les phénomènes célestes. Et vous imaginez bien que cette accumulation de données a deux conséquences. La première, c'est que pour des esprits curieux, et il y en a parmi ces astrologues qui veulent explorer les significations mathématiques, les outils mathématiques
telle la division du cercle que j'ai évoquée, la, la possession de ces longues séquences de données est extrêmement précieuse euh, et va leur permettre de constater, par exemple, que le Soleil, au fil de l'année, c'est l'image de droite, parcourt toujours une même bande céleste parmi les étoiles. C'est ce qu'ils vont appeler le zodiaque et nommer ainsi les 12 constellations du zodiaque qui nous sont restées pour l'essentiel aujourd'hui et qui nous viennent de Babylone. Vous voyez que la balance, le scorpion, euh, le poisson-chèvre que nous avons dans notre zodiaque d'aujourd'hui sont des désignations qui ont 3500 ans, alors que d'autres n'ont pas continué, comme Pubiléog ou le journalier. Voilà, je n'en dis pas plus sur Babylone, sinon pour avoir rappelé ce rôle des fonctionnaires, comme en Chine, et donc la naissance de longues séquences d'observation. Après Babylone, ou plus exactement dès le 7e siècle, c'est-à-dire en parallèle avec Babylone, mais à partir des conquêtes d'Alexandre et de l'hellénisation de tout le monde entre le Tigre et l'Euphrate, de la Mésopotamie, hein, un échange important va se produire entre le monde grec, Hélène, et les acquis, en particulier ces catalogues de Babylone. Mais dès le 7e siècle, après les visions poétiques du ciel que proposent Homère et Hésiode, les deux grands poètes, hein, vous trouverez dans l'Odyssée, par exemple, la description d'une éclipse, ou la navigation de Ulysse qui voit la grande ourse ne jamais se coucher, ce qui nous indique qu'il est à une latitude sud assez élevée. S'il était allé beaucoup plus au nord, il nous aurait dit qu'il voyait la grande ourse disparaître pendant l'hiver sous l'horizon, hein. Et c'est cette période, alors pour faire large, qui va du 6e siècle avant notre ère jusqu'au second siècle après notre ère, est une période extraordinaire parce que non seulement elle va utiliser et développer elle-même des mesures du ciel par des alignements, toujours à l'œil nu, mais encore, elle va construire bien plus, c'est-à-dire une philosophie du cosmos et de l'homme. L'homme n'est pas indépendant du cosmos. Cette philosophie va donner lieu à des écoles, l'école de Platon, bien sûr, mais d'autres. Qui vont se développer dans ce contexte géographique extrêmement favorable, puisque le temps y est beau, donc le ciel y est facilement accessible, observable, mais par ailleurs, les échanges grâce à la Méditerranée sont très faciles et la langue est commune, le grec, hein. Donc, ce sont des facteurs qui vont permettre à des générations successives d'aller plus loin que ces fonctionnaires babyloniens, c'est-à-dire réfléchir, s'interroger de quoi est faite la Terre, de quoi est fait le Soleil, qu'est-ce que c'est qu'une éclipse, est-ce que la Terre est mobile ou immobile, euh, quand on voit la Lune, euh, est-ce qu'elle tourne sur elle-même ou pas, etc., etc. Et ces écoles vont élaborer progressivement des tentatives de réponse que nous pouvons appeler aujourd'hui scientifiques, et en même temps, elles vont se transmettre de génération en génération. J'ai parlé de 7 siècles, n'est-ce pas? euh, les résultats des précédents, et c'est la construction lente, patiente d'une philosophie et d'une science en parallèle. Pour ce qui est de la philosophie, évidemment, les noms de Platon et d'Aristote surgissent au 5e siècle ou 4e siècle, hein. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que euh, c'est là que l'on va trouver un élan vers la transcendance
qui est basé sur l'observation du ciel. En quelques mots, il faudrait bien sûr lire le Timée et la description de l'âme du monde chez Platon, hein. Euh, le, la réalité nous échappe, nous n'en connaissons que des reflets, mais nous sommes capables d'inférer que cette réalité est divine, en particulier par les mathématiques, mais aussi par toutes sortes d'autres aspects. Et donc le monde nous parle du divin et nous révèle que le mystère de l'inconnu, euh, s'il est lu avec attention, nous parle de la transcendance. On trouvera, mais sous une forme très différente dans la Bible, en particulier dans la Genèse, qui n'est pas si loin du point de vue temporel, qui est même pratiquement à la même époque, mais sans relation avec le platonisme. La relation viendra plus tard avec les pères de l'Église, hein. On trouvera la même préoccupation de connaître le ciel pour ce qu'il est, alors beaucoup plus chez les Grecs que chez les Hébreux, mais aussi que ce ciel soit une porte d'ouverture vers la transcendance, et notre langue moderne du religieux en porte la trace, puisque la première phrase du Notre Père que prononcent les chrétiens, c'est Notre Père qui êtes aux cieux, hein. Voilà. Alors, ceci illustre bien le rapport que je mettais en valeur dans mes premiers propos du ciel de la science et des astronomes, mais aussi du ciel des humains finalement. Alors revenons un instant aux mathématiques, si vous voulez, parce qu'elles vont jouer un rôle tellement central euh, dans toute la suite, et de leur naissance, c'est la naissance de la géométrie. Et vous connaissez les noms de Pythagore, 6e siècle, Thalès, à peu près contemporain, Euclide, 3e siècle, Archimède, 1er siècle, hein. Euh, la géométrie, dont étymologiquement le terme signifie mesure de la Terre, géo c'est la Terre, hein, comme dans géographie, hein, la géométrie naît de la mesure des angles. Et la visualisation de l'angle, c'est l'ombre. Michel Serres parlait souvent de l'éblouissement de Thalès devant les ombres des pyramides. Il y a les 3 pyramides de Gizeh, il voit 3 pyramides de taille différente, il voit 3 ombres de taille différente, mais qui se ressemblent. Ce sont des triangles semblables. C'est le début de la géométrie d'Euclide. Un peu plus tard, hein. Pour Pythagore, tout est nombre. La perfection du monde, dont j'ai dit un mot à l'instant, hein, s'exprime par le fait que tout est mesurable. Et bien sûr, le cadran solaire, qui est l'instrument qui crée l'ombre à partir du ciel, vous avez ici la représentation, hein, et l'instrument de départ de la géométrie. Cette géométrie va faire des triomphes chez les Grecs, qu'on ne peut pas ne pas mentionner, mais que vous connaissez sans doute déjà. La mesure du rayon de la Terre. La Terre est une sphère, qu'elle bouge ou qu'elle ne bouge pas est une autre question. La Terre est une sphère, mais en constatant l'inégalité des ombres sur 2 points situés sur un même méridien nord-sud, eh bien, Ératosthène détermine, avec une précision tout à fait remarquable, le rayon de la Terre. Et en ayant le rayon de la Terre, on peut commencer à se représenter une sphère céleste dans laquelle l'objet Terre est au centre et autour de laquelle tourne le Soleil sur cette écliptique dont j'ai parlé pour le zodiaque tout à l'heure, et les étoiles sur leur sphère des fixes. On peut aussi, et ce sont 2 avancées de la géométrie prodigieuse de cette époque, déterminer la distance de la Lune, alors pas en kilomètres, mais en stades, hein, puis c'était l'unité de l'époque, hein, mesurée par Aristarque, et plus encore la distance du Soleil, toujours le même Aristarque, avec une détermination purement géométrique qui est symbolisée ici,
qui est très inexact quant aux résultats, mais extraordinaire quant à la conception intellectuelle de la méthode. Voilà, donc la géométrie est née et elle va servir de base au développement de l'astronomie jusqu'au XVIIIe siècle. Alors une question qui surgit à cette époque et qui va elle aussi durer, c'est la Terre est-elle au centre du monde? Et là se développent deux visions, ou plutôt trois, hein. Euh, Si elle est au centre du monde, c'est la partie du haut. Est-ce qu'elle est fixe ou est-ce qu'elle est mobile? Si elle est fixe, les étoiles et le Soleil tournent autour en 24 heures. C'est le mouvement que nous appelons le mouvement diurne. Le Soleil se lève et puis 24 heures après, il se lève à nouveau. Et les étoiles, jour après jour, reviennent avec un petit décalage qu'il faudra expliquer. Si elle est mobile, eh bien, si elle tourne sur elle-même, plus exactement, ce qu'on pourrait appeler la rotation diurne, alors on n'a pas besoin de faire tourner les étoiles, elles sont vraiment fixes, et le Soleil, eh bien, il faut quand même qu'il tourne puisqu'il se déplace par rapport aux étoiles. Donc il tourne autour de la Terre. Les tenants de l'une ou l'autre hypothèse ont disputé sur ces deux hypothèses. Et une troisième hypothèse a surgi à la même époque, et j'ai énuméré ici les noms qui en discutaient, c'est que pourquoi mettre la Terre au centre plutôt que le Soleil? Il n'y a pas d'argument proprement scientifique au sens moderne du terme pour cette position qui est celle d'Aristarque. C'est plutôt un argument de le Soleil est un astre beaucoup plus roi-soleil, si je puis dire, que la Terre. Donc c'est à lui que revient la place centrale. Et si on arrive à décrire les mouvements observés des étoiles en mettant la Terre autour du Soleil, eh bien, c'est plutôt mieux. Et ce modèle d'Aristarque ne va pas tenir la route, en particulier parce qu'il n'est pas vraiment acceptable pour Aristote que, euh, mais là encore, avec des arguments de nature scientifique, hein, euh, que la Terre abandonne la position centrale, c'est-à-dire la partie en haut à gauche, hein, parce que tout tombe vers le centre de la Terre. Quel que soit le lieu où on est, les Grecs savaient que c'est toujours la verticale. Donc, il y a une espèce de loi universelle de chute qu'on appellera la gravitation universelle, et ils sont bien incapables d'imaginer que d'inclure le Soleil, objet mystérieux à la nature physique totalement inconnue, dans cette loi universelle. Donc, maintenir la Terre fixe au centre n'était pas du tout, en utilisant un terme qu'on entend quelquefois aujourd'hui, de l'obscurantisme, hein. C'était un raisonnement scientifique basé sur ce qu'on connaissait. Euh, et voilà les arguments qui réfutent ce qu'on a appelé l'héliocentrisme et pour rester géocentrique. Alors, le mouvement du Soleil va intéresser beaucoup Hipparque parce que Hipparque va faire une découverte majeure qui avait peut-être été soupçonnée par les Égyptiens, mais on n'en est pas sûr, et pas par les Babyloniens, hein. C'est que le Soleil se déplace sur la sphère des étoiles fixes. Alors, on pourrait dire, mais on ne voit jamais le Soleil au milieu des étoiles. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque pendant une éclipse totale, c'est rare, mais il y a des éclipses totales de Soleil, eh bien, on voit le Soleil et les étoiles. Et à ce moment-là, si elle se produit le 1er juillet ou le 30 décembre, eh bien, on voit que le Soleil n'est pas entouré des mêmes constellations. On peut d'ailleurs raffiner parce que quand le soleil se couche, une demi-heure après le coucher du soleil, si le ciel est bien clair, on voit quelles sont les constellations qui sont proches du soleil. Et 3 mois plus tard, on voit que ce ne sont pas les mêmes. Donc le soleil décrit une courbe qui est un grand cercle sur la sphère céleste
et cette courbe s'appelle l'écliptique, pour nous rappeler simplement que comme c'est la courbe que décrivent à la fois le Soleil et presque exactement la Lune, parce que le plan de l'orbite de la Lune est légèrement incliné par rapport au plan marqué en rouge ici, qui est celui de l'orbite du Soleil, eh bien, il n'y a pas des éclipses à chaque nouvelle Lune, nous le savons bien, hein. Donc, ce cercle rouge tracé sur la sphère céleste se déplace au cours du temps par rapport au cercle bleu qui est l'équateur céleste. Et la raison en est ce phénomène que nous appelons la précession des équinoxes, qui est dû à ce que l'axe de la Terre, marqué ici par une flèche rouge vers le haut, comme l'axe d'une toupie, tourne autour de la direction du pôle céleste. Le pôle nord céleste est donc en mouvement. Hipparque détermine ce mouvement et montre que ce cercle est parcouru en 26 000 ans. Et vous avez ici quelques indications et il mesure l'angle entre ces deux cercles qu'on appelle l'obliquité de l'écliptique par rapport à l'équateur. Vous voyez que pour les Babyloniens, cet angle dont on ne savait pas que l'intersection avec l'équateur variait au cours du temps était de 24 degrés, c'était déjà bien. Ératosthène le mesure très proche de la valeur actuelle. Et Hipparque détermine le temps de l'année, le temps que met le Soleil à parcourir le cercle rouge, hein, et vous voyez que sa détermination est très remarquable puisqu'il gagne 2 décimales, 67, hein, par rapport au décimal 365,25 de l'année égyptienne, qu'on appelle l'année tropique. Euh, c'est ces 25 qui font que nos années solaires ne sont pas exactement faites de 365 jours solaires et qui obligent nos calendriers, je ne parlerai pas des calendriers, c'est un autre grand sujet, hein, à mettre une année bissextile tous les 4 ans. Voilà, donc le grand apport d'Hipparque, c'est de dire l'axe de la Terre tourne par rapport, la direction de l'axe de la Terre tourne par rapport aux étoiles. Ptolémée est suivi un peu plus de 3 siècles. Ptolémée suit Hipparque un peu plus de 3 siècles après. Il a connaissance de ses travaux. Il vit à Alexandrie, grande capitale intellectuelle, bien entendu. Et il va essayer de raffiner, en particulier pour les planètes, le modèle d'Hipparque. Alors, le problème qui préoccupait les Grecs depuis, même avant Hipparque, hein, c'est le comportement des planètes. Bon, le Soleil, la Lune, ça va, elle tourne autour de la Terre, il n'y a pas vraiment de question parce que on voit bien, ça a été compris très tôt, qu'elle est éclairée par le Soleil et qu'elle tourne toujours la même face vers la Terre, puisque cette face a des dessins que nous pouvons regarder qui sont toujours les mêmes. Donc la Lune, ça va. Le Soleil, Hipparque détermine sa trajectoire autour des étoiles, l'écliptique. Mais les planètes, si on regarde une planète comme Mars, j'ai reproduit ici le 1er janvier 154, le ciel d'Alexandrie, le matin, peu avant le coucher du soleil, en regardant vers le sud, donc vers le sud africain, hein. L'écliptique est tracée là, mais le soleil n'est pas encore levé. Et si on regarde la planète Mars entre le 1er janvier et le 15 juillet 154, vous voyez qu'elle fait un crochet un peu bizarre auquel on donne le nom de rétrogradation. Et si on regarde deux autres planètes qui sont visibles beaucoup plus haut dans le ciel, donc le zoom permet de regarder leurs mouvements plus précisément, eh bien on voit que dans cette même période, du début de l'année 154, elles aussi font des crochets. Comment expliquer ça? Elles ne sont
pas attachée à la sphère des étoiles fixes, c'est évident, puisqu'elles se déplacent par rapport à elles comme le Soleil, mais quelles peuvent être leurs trajectoires? Alors, il y a une idée profondément platonicienne et mathématique qui vient de Platon et d'Aristote, que les seuls mouvements célestes ne peuvent être que sur des cercles. Pourquoi des cercles? Eh bien parce que c'est la figure parfaite par excellence. C'est la figure que les mathématiques savent décrire et c'est la figure qui est au fond le reflet du démiurge ou de l'âme du monde, pour reprendre les mots de Platon, dans la réalité sensible, variable, changeante, qui est notre réalité. Donc, il faut que les planètes soient sur des cercles. Et de surcroît, il faut parcourir ces cercles à vitesse constante, à vitesse uniforme, disons-nous. Parce que là aussi, un mouvement dont la vitesse change, c'est une imperfection beaucoup trop grande. Et il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir qu'avec des cercles à vitesse uniforme, ce n'est pas possible, à première vue, de décrire le mouvement des planètes. Voilà le problème auquel Ptolémée va s'attaquer, construire un modèle précis du mouvement des planètes, en particulier pour la planète Mars, dont les écarts sont les plus importants que ceux de Jupiter et de Saturne. Alors Ptolémée va inventer un système que je ne vais pas décrire longuement, qui est une Terre fixe et des cercles décrits par chacune des planètes, des 5 planètes visibles à l'œil nu, hein, mais ces cercles sont décalés, le centre de ces cercles est décalé par rapport au centre de la Terre, et de surcroît, ils ne sont pas directement parcourus à vitesse uniforme. Donc au fond, Ptolémée, pour rendre compte des phénomènes qu'il connaît bien, qu'Hipparque avait observé avec précision, vous voyez, vous avez ici le mouvement de la planète Mars sur une quinzaine d'années, avec ses boucles successives en pointillés rouges, là, eh bien, pour rendre compte de ces mouvements, Ptolémée invente un système en trichant un peu avec les principes, mais pas trop, puisque la Terre est au centre, hein, et que finalement, le mouvement est décrit grâce à des cercles parcourus à vitesse constante. C'est le point K qui est sur le grand cercle bleu à l'extérieur. Et avec ça, Ptolémée fabrique une description des mouvements célestes qui est tellement précise que personne ne peut, ni à cette époque, ni surtout dans les 12 siècles qui vont suivre jusqu'à la Renaissance, mettre en évidence que ce système de représentation est mauvais. Il faut attendre, mais je vais y revenir, la Renaissance pour que l'on dise on peut faire mieux que Ptolémée. Et comme il est important pour les souverains, l'astrologie, pour les religieux, l'islam, j'y viens, euh, pour les paysans, l'agriculture, le lever des Pléiades qui marque les semailles, euh, il est important d'avoir pour les éclipses, bien entendu, qui sont tout de même des moments parfois un peu effrayants pour les populations. Il est important d'avoir des calculs, des tables précises de tous ces phénomènes et du lever des étoiles. Eh bien, Ptolémée le fait à la perfection. Pourquoi mettre Ptolémée en cause? Vous voyez, donc le géocentrisme qui va triompher jusqu'à la Renaissance, hein, n'est pas du tout une vision arbitraire, c'est l'outil qui permet de répondre à tous les besoins de la société en laissant beaucoup de questions. Pourquoi ces points sur lesquels les cercles sont centrés sont décalés? Bon, eh ben, on n'a pas la réponse à ces questions. Enfin, ça, c'est le propre de la science. Alors, il y a après, entre le deuxième siècle et le douzième, hein, une période extraordinairement féconde sur laquelle je ne vais pas m'étendre longuement, mais qui serait anormal de ne pas mentionner, c'est l'extension de l'islam depuis pratiquement l'Espagne jusqu'aux frontières de la Chine.
Et l'islam a besoin du ciel pour différentes raisons, mais je n'en cite qu'une. Quand on est en un point, on doit faire la prière vis-à-vis de la Mecque. Et dans quelle direction est la Mecque quand vous êtes à Samarcande, Kandahar ou Damas? Eh bien, seules les connaissances astronomiques peuvent le déterminer, hein, parce qu'il faut pouvoir dire que le lever de telle étoile à tel jour se fait dans la direction de la Mecque, ce que le modèle de Ptolémée permet de prévoir. Donc, les savants ne vont pas être seulement poussés par un besoin d'astrologie qui existe encore, hein, dans l'islam, bien que il soit réfuté sur le plan théorique, hein, euh, mais aussi par un besoin de l'exercice quotidien du religieux, en particulier l'orientation, mais on pourrait citer aussi la prière. Et pour ça, la belle sphère armillaire que nous avons vue précédemment va se transformer en un planétarium de poche qu'on appelle l'astrolabe, que vous avez peut-être vu, qu'on peut acheter chez un antiquaire aujourd'hui, bon marché, il s'en construit d'ailleurs toujours, hein, et qui permet de déterminer les heures de lever et de coucher du soleil dès qu'on connaît sa latitude. Et la latitude, elle est facile à déterminer puisque c'est la hauteur de l'étoile polaire qui permet de la trouver. Donc l'astrolabe planétarium de poche est très économique, très facile à transporter à dos de chameau ou même à pied par un pèlerin qui se rend à la Mecque. Et cet astrolabe est une version euh, à deux dimensions de la sphère armillaire, évidemment intransportable, coûteuse à réaliser. Donc on a là un outil qui va contribuer considérablement à l'intérêt pour le ciel des savants que par ailleurs protègent les sultans, pour les raisons que j'ai dites. Voilà. Alors, ce modèle ptoléméen, voilà, il dure jusqu'à la Renaissance. Vous avez une jolie illustration à droite, quand Dante publie la Divine Comédie et ces chemins qui vont de la terre, de l'enfer au paradis en passant par le purgatoire. Eh bien, il construit un modèle de la Divine Comédie qui est construit sur le modèle de Ptolémée. Vous avez le ciel de la Lune, le ciel de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter, de Saturne, le ciel des étoiles fixes, et au-delà, on retrouve un peu cette vision pythagoricienne que, en particulier grâce au père de l'Église, le christianisme a beaucoup intégré, hein. Au-delà, eh bien, se trouve l'espace de la transcendance qu'on peut évidemment pas représenter, que l'on désigne par l'empyrée, le royaume de Dieu, etc. Voilà. Alors, que se passe-t-il à la Renaissance? Nous avons encore quelques minutes pour le parcourir. Un mot simplement sur le temps. Vous voyez que le temps est intrinsèquement lié au ciel, hein, parce que, comme je le rappelais à propos de la division du temps à Babylone, nos heures sont un reflet direct du mouvement du Soleil. Quand Aristote écrit le temps et le nombre du mouvement, il dit exactement cela. Et la mesure du temps, peut-on mesurer le temps indépendamment du ciel, c'est-à-dire sans cadran solaire, sans astrolabe? C'est-à-dire, peut-on faire une horloge? Et une horloge suffisamment précise. Les horloges à eau, les clepsydres, apparaissent en Grèce et en Chine, mais sont d'une imprécision extraordinaire. La première horloge précise est construite en Chine au début du XIe siècle par Shusong, et c'est une horloge qui met très bien en évidence le lien avec le ciel, puisque c'est une horloge hydraulique. Pour être plus précise, elle contient un mécanisme d'échappement. Alors, ce n'est pas exactement l'échappement moderne, mais
ça le prépare de manière très directe, et ça en a les conséquences sur la précision de l'horloge. L'échappement, c'est simplement ce qui transforme l'écoulement du temps. Le temps s'écoule comme un fleuve, hein, nous dit Héraclite, c'est un écoulement continu. Or, la mesure du temps demande de le découper. Ce sont nos secondes, c'est le tic-tac de nos horloges. Et le tic-tac, c'est la transformation de l'écoulement continu en écoulement en discret. Et voilà le mécanisme moderne d'échappement tel qu'il sera inventé par Huygens au XVIIe siècle. Et vous voyez que l'écoulement constant du temps, qui est celui du mouvement du poids qui entraîne l'horloge, comme dans une horloge comptoise, hein, est transformé en temps discrétisé, le tic-tac de l'horloge, par ce mécanisme d'achoppement. Voilà, donc je passe sur le temps. Évidemment, on pourrait très longuement s'étendre sur les calendriers, nous le faisons d'ailleurs dans l'Atlas. Alors, arrivons maintenant, et on se rapproche de la conclusion de ce petit bout d'exposé sur cette longue histoire, hein. Arrivons à cette transition de la Renaissance. Qu'est-ce qui se passe? Je mets d'abord en avant Tycho Brahe. Tycho Brahe va développer des instruments pour l'œil nu, mais d'une taille absolument gigantesque. Il en a les moyens, c'est un grand noble de la noblesse danoise, il construit son observatoire dans une île et où il va y passer sa vie et accumuler des mesures, en particulier des mouvements planétaires avec la précision des alignements de la gravure de ces alidates sur son cercle gradué qui fait 6 mètres de rayon, donc un instrument gigantesque qui a dû coûter fort cher. Tycho Brahe est capable, je le rappelais tout au début, de passer de la précision d'une dizaine de minutes d'arc à 1 minute d'arc. Donc il va faire beaucoup mieux. Et on va voir l'impact immédiat de ce progrès. Vous voyez, alignement de Tycho Brahe, 1 minute, et du point de vue mécanique, du savoir-faire extraordinaire des artisans qui travaillaient pour lui, la gravure du petit damier noir et blanc que vous voyez à gauche en bas du cadran est de 10 secondes d'arc, donc une fraction de millimètre avec précision. Donc, il faut bien voir que dès cette époque, et ça reste vrai aujourd'hui, le talent expérimental de ceux qui seront appelés artisans et ouvriers, en particulier horlogers jusqu'à la fin du XIXe siècle, et puis ensuite ingénieurs et techniciens dans nos laboratoires modernes, nos observatoires modernes, sont absolument décisifs, hein. La connaissance du ciel ne repose pas seulement sur le génie mathématique ou intellectuel de ces grands savants. Alors, je vais passer ça parce que je voudrais arriver à ces 3 hommes que Kessler a appelés les somnambules: Copernic, Tycho, Kepler. Copernic s'interroge sur le modèle de Ptolémée, mais il n'a pas les observations de Tycho. Donc il s'interroge sur la complexité du modèle de Ptolémée. Pour arriver à rendre compte avec précision du mouvement erratique des planètes, et nous voyons ici à nouveau la trajectoire de Mars en 1586 à Prague, telle que Tycho Brahe peut l'avoir observé, puisqu'après... non, pardon, c'est pas à Prague, c'est à... je ne sais plus, c'est peut-être en Allemagne, c'est peut-être Copernic, hein. Voilà. Euh, donc, il s'interroge et il revient à la vieille idée d'Aristarque, c'est-à-dire, est-ce que si je mettais la Terre au centre,
si j'abandonnais la Terre au centre, si je mettais le Soleil au centre, est-ce que je n'aurais pas une description plus simple du mouvement des planètes tel que nous le voyons ici? Mais Copernic demeure un homme de l'ancien temps, en ce sens qu'il il n'abandonne pas ni le cercle parfait, ni la vitesse constante des planètes. Et donc, son étape rejoint Aristarque en mettant le Soleil au centre, mais ne fait pas le pas décisif. Cela n'ôte rien à la valeur de ce qu'il a fait. Lorsque Tycho vieillit, il ne s'entend plus avec le nouveau prince du Danemark et il s'exile à Prague, 1580. Oui, donc c'est bien Mars à Prague, tel que Tycho Brahe l'a vu, mais là, il n'a plus ses instruments de mesure, en tout cas à la précision qu'il avait. Il va avoir des étudiants auxquels il confie ses mesures en leur disant, je ne suis pas d'accord avec Copernic, mais il y a quand même peut-être un modèle intermédiaire entre Ptolémée et Copernic, où on garderait la Terre au centre, mais où on mettrait Vénus et Mercure autour du Soleil. Donc il accepte une partie de la vision de Copernic, mais comme ce n'est pas un calculateur, c'est un observateur, et de quel talent, son modèle ne va pas survivre très longtemps, hein. Il a un étudiant qui s'appelle Kepler, qui est à Prague dans les années 1590, et peu avant la mort de Tycho, ce dernier réalise qu'il a vraiment un jeune étudiant génial, et il va lui donner, après quelques péripéties sur lesquelles je passe, les mesures qu'il a faites de Mars. Et Kepler va donc travailler pendant 8 années pour rendre compte du mouvement de Mars. Alors, rendre compte avec quoi? Eh bien, il dispose de 3 modèles. Il a le modèle de Ptolémée, bien connu. Il a le modèle de Copernic, qui simplifie Ptolémée en mettant le Soleil au centre. Et il a le modèle de Tycho, auquel il doit quand même prêter hommage, puisque c'est son patron scientifique dans son université. Et pendant 8 années, Kepler va se battre avec les chiffres et les tables pour sauver, c'est son terme, l'un de ses modèles, à savoir sauver le cercle et la vitesse uniforme. Et il n'y parvient pas. Et l'immense courage de Kepler est de dire, je dois abandonner ce sur quoi tous les penseurs, tous les astronomes, tous les mathématiciens sont d'accord depuis Aristote, c'est-à-dire depuis 20 siècles, hein. Euh, les planètes se déplacent suivant des ellipses et non pas des cercles. Et le Soleil n'est pas au centre de l'ellipse, mais au foyer. L'ellipse est une courbe qui était connue depuis les Grecs, comme la parabole et l'hyperbole. Donc le progrès de Kepler n'est pas d'inventer l'ellipse, hein. Il est d'abandonner ces principes d'Aristote. Et il s'aperçoit que ça fonctionne et qu'il peut rendre compte avec une très grande précision des positions de Mars. Alors là, à gauche, vous avez la Terre qui est la Terre qui est au centre ici. Donc là, c'est le point de vue qu'on a depuis la Terre, le nôtre, hein. On voit la Lune qui tourne autour de la Terre, et puis on voit Mars qui se projette à des positions différentes dans la direction des constellations du zodiaque, dont les noms sont sur le parcours, la périphérie du cercle. Et vous avez les positions de Mars pendant les 20 ans
où Kepler et où Tycho a travaillé, c'est-à-dire 1580, 1596, là, on est proche de la mort de Tycho, hein, à ce moment-là. Alors vous voyez les irrégularités de ces boucles qui sont dues eh bien, au fait que la Terre parcourt une ellipse elle-même, qui n'est pas à vitesse uniforme, et que Kepler parcourt une autre ellipse qui n'est pas à vitesse uniforme. Et le schéma de droite nous montre immédiatement comment, en mettant le Soleil au centre, eh bien, dans des positions successives 1, 2, 3, 4, 5 de la Terre et des positions successives de Mars qui tourne moins vite puisqu'il est plus loin du Soleil, c'est la seconde loi de Kepler, eh bien, la projection de la direction de Mars vue de la Terre sur la sphère des fixes nous donne justement la rétrogradation, ce mouvement qui était demeuré inexplicable jusque-là. Voilà. Donc, on entre dans la modernité de l'astronomie. Cette modernité va connaître la fin de l'œil nu avec Galilée, qui, pointant sa petite lunette médiocre, j'ai rappelé qu'elle faisait 5 ou 6 fois mieux dans la capacité de séparer, elle recueille plus de lumière que l'œil, hein, on passe de 7 millimètres de la pupille de l'œil à quelques centimètres, c'est-à-dire un facteur 30 ou 40 de quantité de lumière, on voit des objets beaucoup plus faibles, et on les distingue les détails, si bien que Galilée découvre les satellites de Jupiter, la nature de la Voie lactée faite d'étoiles individuelles et les montagnes de la Lune, etc. Alors, je passe, oui, je voudrais conclure ici. Voilà. Alors, je voudrais conclure, non pas en développant ce qu'a fait Galilée, mais quelle va être l'étape suivante? Donc voilà, nous sommes en... Il y a le procès de Galilée, mais ça ne change pas grand-chose aux convictions des astronomes, hein. Et nous savons maintenant que le Soleil est au centre, que les lois de Kepler décrivent le mouvement des planètes, et les lois de Kepler sont toujours parfaitement valides aujourd'hui. Mais, d'où viennent ces lois? Pourquoi les planètes sont-elles sur des ellipses? Euh, Pourquoi le Soleil est-il au centre? Pourquoi plus on est loin du Soleil, le mouvement est moins rapide? Il faut avoir une idée du lien entre le Soleil et les planètes. Mais ce lien, comment peut-il exister alors que c'est le vide et que dans le vide, il n'y a rien? Donc, comment un lien pourrait-il exister dans le vide? Ça va être le génie de Newton que de montrer qu'il existe une force entre le Soleil et les planètes, de même qu'entre la Terre et la Lune, de même qu'entre la Terre et une pierre ou une pomme, si vous voulez, à la surface de la Terre. Ce lien s'appelle la gravitation universelle. Donc non seulement Newton énonce les lois du mouvement, que je représentais ici, mais il énonce la loi de gravitation universelle. C'est-à-dire que maintenant, non seulement on a des mouvements qu'on observe et des vitesses qu'on mesure et bientôt des distances qui permettent de transformer les vitesses mesurées en degrés par jour, si vous voulez, par des angles, en vitesses mesurées en kilomètres par seconde, hein. Euh, Newton introduit ce qui tient les objets entre eux, ce qui structure l'univers, cette loi de gravitation universelle, pardon, dont l'expression est particulièrement simple, hein. Euh, la force entre deux corps dépend de leur masse, la masse de la Terre et la masse du Soleil ici, de leur distance, ou plus exactement du carré de leur distance, et puis d'une certaine constante qui dit que cette force, eh bien, elle pourrait être différente si cette constante était différente. Le postulat de Newton, qui est une postulation absolument extraordinaire, c'est de dire
cette grandeur G qui relie la force aux masses et aux distances, elle est universelle. C'est la même entre deux étoiles très lointaines des Pléiades. Et le plus extraordinaire, c'est que cette affirmation va être vérifiée pendant les 3 siècles qui vont suivre. Mais je vais m'arrêter là parce que il y a dans ces 3 siècles une multitude d'épisodes supplémentaires jusqu'à ce qu'on arrive à la vision d'Einstein et à la vision moderne. Voilà, je crois que j'ai tenu à peu près mon heure, donc je vous remercie de votre attention et je suis prêt à prendre des questions s'il y en a parmi vous. Bon, merci Pierre pour cette conférence très dense. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, la suite de l'histoire se trouve dans l'Atlas historique du ciel de Pierre et Christian Grattalou, qui est publié aux éditions Les Arènes. Vous le trouvez dans le commerce. On a essayé de faire venir ici là, des libraires pour diffuser cet ouvrage, mais malheureusement, on n'a pas trouvé de volontaires pour le faire. Donc, je vous invite en tout cas à poursuivre l'aventure avec Pierre à travers cet ouvrage. Et Pierre m'a proposé, m'a dit que si vous le souhaitiez, je peux vous laisser son adresse email pour que vous lui demandiez une dédicace. Donc, il vous enverra une petite carte avec un mot personnalisé pour que vous puissiez l'inclure dans l'ouvrage si vous le souhaitez. Voilà. Donc, est-ce que vous avez... tout ça, c'était pour vous donner le temps de réfléchir à éventuellement une question. Sinon, moi, je vais en poser une qui va faire le lien avec la suite. de ce que- Oui, alors, Francis. Bonjour Pierre. C'est une question un peu de prospective. Il faut rêver, c'est important. Là, vous avez décrit un schéma magnifique de ce qu'a été cette découverte du cosmos. Moi, je me pose une question que je ne vivrai pas parce que je suis trop vieux, mais bon, Newton, ensuite Einstein, et maintenant l'ère quantique, les moyens technologiques qui deviennent considérables. Est-ce qu'on est à l'ère ou pas d'une nouvelle progression, d'un nouveau step qui nous ferait franchir encore de la connaissance et nous faire franchir des choses que l'on ne comprend pas encore, les débuts du Big Bang, des choses comme ça, qu'est-ce qu'il y a eu avant, etc. Voilà, c'est une question un peu métaphysique que je pose là, mais je voudrais avoir votre avis. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette question parce que, en fait, elle m'a souvent été posée, y compris par l'équipe dont vous avez les noms sous les yeux, pour la conclusion du livre. Et on m'a dit, mais il faut que tu dessines l'avenir. Là, tu nous présentes 6000 ans d'histoire demain. Et ma réponse à ça, c'est de quel avenir parlons-nous? Si nous parlons du 21e siècle, nous voyons assez clairement qu'il y a deux grands champs de l'astrophysique aujourd'hui, qui sont la cosmologie d'une part, c'est-à-dire la formation des galaxies dans le passé, à partir d'un univers très différent, qui était pas du tout granuleux comme notre univers contemporain, euh, d'une part, et d'autre part, le monde des exoplanètes. Ce monde qui s'est ouvert en 1995 et qui ne cesse, mois après mois, et je dirais presque semaine après semaine, de se multiplier dans à la fois le nombre, on a aujourd'hui plus de 7000 exoplanètes autour d'étoiles relativement proches de la Terre, et le monde des exoplanètes nous frappe aussi par son immense diversité. On a toutes sortes d'objets qui sont très très différents des planètes du système solaire. Derrière ce monde des exoplanètes figure évidemment la question de la vie, ou des conditions d'apparition de la vie qui sont... Voilà.
Je crois que ces deux grands sujets, ce sont ceux du XXIe siècle. Quand nous orientons des étudiants en doctorat, ils viennent très volontiers et souvent pour des travaux très brillants vers l'un ou l'autre de ces domaines. Et les grands télescopes que nous dessinons et qui vont bientôt entrer en service, comme le European large, Extremely Large Telescope au Chili, qui sera inauguré probablement au début de l'année 2029 maintenant, ou bien les très grands télescopes qui sont dans l'espace, comme le James Webb, traitent de ces questions, hein, cosmologie exoplanète, avec derrière des interrogations sur la matière noire, par exemple, qui ressemblent un peu, d'une certaine manière, à ces interrogations qu'avaient les Grecs sur le mouvement circulaire ou pas, vous voyez. Bon. Euh, mais au-delà, eh bien, je crois qu'au-delà, il faut que nous tirions la leçon de ce qui nous a précédé pour dire qu'on ne sait pas. Pour dire que la richesse de la réalité du monde est infinie par rapport à nos efforts de connaissance. Nous pouvons évidemment être extraordinairement satisfaits de nos résultats depuis 3 siècles en particulier, construits sur cette longue histoire préalable, hein, et nous dire oh ben maintenant on sait l'essentiel. On va préciser des détails, mais je crois que c'est une vision fausse. Mais évidemment, je ne peux pas le prouver. Je crois que la réalité nous réserve à horizon de quelques siècles des éléments dont nous sommes très très loin d'être capables de poser même la question sur leur existence. Et donc il faut laisser l'esprit humain, nos jeunes chercheurs, nos institutions scientifiques, protéger celles que les dictateurs veulent fermer ou supprimer, comme on le voit malheureusement, euh, dictateurs ou hommes politiques portés par une opinion qui ne comprend pas l'intérêt de faire tout ça. C'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit cet atlas avec Christian Grattalou. C'est qu'il n'y a rien de difficile dans ce volume. Du point de vue conceptuel, on a essayé d'utiliser des mots simples, d'avoir des schémas simples, dont je vous en ai montré quelques-uns, mais on a essayé de faire cela avec l'idée que les professeurs, les parents pourraient commenter ces textes et montrer aux enfants, pour reprendre l'expression de Pierre de Chartres, hein, au XIIe siècle, qui sont des nains comme nous tous, mais qui sont montés sur les épaules de géants, hein. Les géants, c'est tous ceux qui nous ont précédés, les très grands, ces somnambules que je citais, mais aussi beaucoup de petits géants qui se sont fait la courte échelle. Voilà, une réponse qui n'en est pas une. Est-ce est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Bonjour, Satur García de la Société d'Astronomie de la Côte Basque. Dans notre activité, on est confronté régulièrement à... Alors là, je vous entends très très mal. Peut-être, Vous Frédéric, m'entendez tu très pourras mal? répéter la Désolé. question? Ça va mieux? Oui. Oui, un J'ai dit peu. que dans les activités qu'on fait la Société d'Astronomie de la Côte Basque, parfois on se confronte avec des gens qui nous parlent de l'astrologie. Nous, on va rapidement dire que la différence entre une science et une autre chose de l'astrologie. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne stratégie. Qu'est-ce que vous pourrez nous conseiller en tant que voilà, scientifique, expert, vulgarisateur de la science, quand on va se confronter avec quelqu'un qui va venir avec, voilà, qui voudrait parler de l'astrologie? C'est une question excellente, hein, et je vous en remercie. On ne l'a pas ignoré dans l'Atlas, hein. Il y a une double page sur l'astrologie et le zodiaque en particulier, hein.
c'est une bonne question, d'autant plus que, comme j'ai essayé de le montrer, et comme nous le faisons au fil de ces pages, hein, euh, le rapport des humains au ciel est un rapport intégral. C'est, nous sommes plongés dans ce regard vers le ciel et nous nous interrogeons quel rapport entre ces mouvements célestes et notre propre existence. Et cette question a traversé tous ces siècles, tous ceux dont l'histoire nous laisse des traces, hein. Elle a pris des formes variées. J'ai évoqué l'astrologie du pouvoir parce qu'elle supposait un lien direct entre les événements célestes et les événements terrestres. Et après tout, pourquoi pas, hein. Euh, Quand on a réussi à montrer que les événements célestes avaient leur propre logique scientifiques, des mouvements, les lois de Kepler par exemple, et que ces lois étaient indifférentes au statut des humains. L'idée du microcosme-macrocosme, c'est-à-dire que le macrocosme ou le cosmos, l'univers à grande échelle, et le microcosme, c'est-à-dire la vie de notre société, l'individu, le corps même de chaque être humain, avait un rapport dessiné par les astres, cette idée n'avait plus de raison de continuer à guider. Néanmoins, et d'ailleurs le résultat de ça, c'est que cette astrologie du pouvoir a disparu. On raconte bien qu'un certain président de la République de notre pays consultait son astrologue avant de prendre ses décisions. Mais je doute que ça ait beaucoup joué dans sa position vis-à-vis des missiles installés en Allemagne de l'Est ou d'autres questions, hein. Donc, quand ce rapport de des mouvements célestes ou des événements célestes avec la vie terrestre s'est atténué assez tôt en Occident, puisque Augustin, par exemple, Saint Augustin, dans des pages magnifiques, condamne l'astrologie, mais il ne la condamne pas de façon, comment dire, arbitraire et idéologique. Il explique pourquoi ça ne tient pas debout, hein. Euh, on est passé, ça c'est chez les Grecs, hein, donc avant Augustin, hein, on est passé à une astrologie individuelle, hein, où c'est maintenant l'étoile ou la constellation du jour de ma naissance ou la conjonction du jour où j'ai rencontré mon amoureux qui vont déterminer l'avenir. Alors, c'est une astrologie que j'appellerais vulgaire, hein. C'est-à-dire qu'elle est prête à raconter tout et n'importe quoi sans trop s'occuper de la réalité du ciel. Exemple, le mouvement de précession des équinoxes, c'est-à-dire la rotation du pôle Nord au fil des siècles, hein, découvert par Hipparque, fait que les constellations du zodiaque et sur lesquelles sont basés les dessins de l'astrologie avec la date du printemps en particulier, hein, ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 2000 ans, hein. Et néanmoins, on continue à décrire une astrologie contemporaine pour la destinée individuelle basée sur un modèle du ciel qui n'est plus le ciel d'aujourd'hui. Oui, donc voilà quelques exemples de la limitation. Ceci dit, c'est un peu négatif de répondre ça à votre interlocuteur, mais moi je lui répondrais une autre chose extrêmement positive, c'est que nous sommes toujours liés au ciel. Nous sommes liés physiquement au ciel et nous sommes liés spirituellement au ciel. Physiquement, nous sommes liés au ciel parce que, comme l'écrivait admirablement Hubert Reeves, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Environ la moitié des atomes de notre corps, s'ils pèsent 60 kilos, hein, eh bien nous avons 30 kilos d'atomes, d'hydrogène essentiellement, de carbone, de fer, de soufre, etc., qui sont passés par une étoile. Donc nous sommes poussière d'étoiles. Notre lien au ciel, il est inscrit
dans notre corps même, dans la chimie de notre corps. Donc ça, c'est pour le lien, parmi d'autres, la gravitation qui nous fait tenir sur Terre, et on pourra en citer beaucoup d'autres, hein. Euh, mais nous sommes aussi liés spirituellement au ciel, c'est-à-dire que personne aujourd'hui, parmi les croyants, n'imagine que le jour de l'ascension, Jésus a pris un hélicoptère pour monter au ciel et qu'il est là-haut, hein, même si notre vocabulaire très ancien en date. Mais croyant ou non, l'idée de la transcendance, c'est-à-dire d'un au-delà de l'homme, tel que Platon l'avait le premier imaginé en le formulant de façon parfaite, continue à nous habiter. Donc nous ne sommes pas des étrangers au ciel, ni dans notre corps, ni dans notre esprit. Et c'est ça que je crois, on peut dire aux passionnés d'astrologie, c'est que c'est dans cette direction-là que c'est plus intéressant de chercher. Bonjour monsieur. Ce sera la question d'une béotienne. On m'entend là? Voilà. Bonjour monsieur, ce sera la question d'une béotienne. Ah oui, d'accord. Je vous entends mieux. Oui. Euh, je voulais savoir si les satellites qui tournent autour de la Terre peuvent éventuellement modifier le trajet des planètes et peuvent éventuellement, vous parliez de poussière d'étoiles, modifier la composition des poussières d'étoiles. Est-ce qu'on a déjà constaté des changements de structure? Alors, vous posez une question qui nous a beaucoup intéressés à la fin de l'Atlas, et elle est évoquée d'ailleurs dans une image que je vais essayer de projeter. Je ne sais pas si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là. Bon, peu importe, hein. À savoir, quelle est l'action de l'homme sur le cosmos aujourd'hui? Voyez, on s'interroge à juste titre sur notre écologie. Est-ce qu'on dégrade notre environnement terrestre avec nos déchets, avec notre CO2, avec notre méthane? Et avons-nous une responsabilité vis-à-vis de cette dégradation qui a des conséquences sur les générations futures? Et la réponse que beaucoup d'entre nous donnent, sinon la totalité des humains, c'est que oui, nous avons une responsabilité planétaire, écologique, vis-à-vis de la Terre. Avons-nous une telle responsabilité depuis que, c'est le dernier chapitre de l'Atlas, hein, nous allons dans le ciel? Et toute l'histoire a été de recevoir du ciel essentiellement de la lumière et d'analyser cette lumière avec notre œil, avec nos télescopes, avec nos spectrographes, et de tirer de cette analyse une compréhension des règles du jeu qui font tourner le ciel, briller les étoiles, etc. Jamais jusqu'au début de l'ère spatiale, le vol de Spoutnik en 1957, l'homme n'était allé dans le ciel, sinon en avion ou en ballon, dans ce qu'on appelait désormais l'atmosphère et qui n'est pas l'espace, puisque nous désignons aujourd'hui l'espace comme ce qui est au-delà de 100 km et l'atmosphère, ce qui est en dessous. Limite un peu arbitraire, mais peu importe, elle est commode, hein. Alors, nous injectons maintenant des satellites artificiels, comme vous l'avez rappelé, madame. Nous en injectons en orbite basse, vers 300 à 500 km d'altitude. Nous en injectons beaucoup plus haut. Nous envoyons même des sondes qui commencent à quitter le système solaire et nous envoyons de la lumière qui, elle, à 300 000 km par seconde, va beaucoup plus vite que tous ces objets que nous envoyons dans l'espace. Et même nous envoyons des êtres vivants, des bactéries, des hommes qui laissent des traces probablement problématiques du point de vue du vivant. Euh, alors, votre question prenait un aspect, à savoir, est-ce que ces objets que nous envoyons
par exemple, les satellites artificiels ont un impact sur le mouvement des planètes? La réponse est oui, par principe, puisque la formule de Newton que j'ai projetée nous dit que deux masses, une planète et la masse d'un satellite, situées à une distance d, exercent une force l'une sur l'autre. Néanmoins, ces forces, vu l'ampleur de la distance et la petitesse de la masse du satellite, et sont totalement négligeables par rapport à toutes les autres forces qui peuvent jouer sur les planètes. Donc, on peut répondre, dans la pratique, cet effet est totalement négligeable. En revanche, l'effet inverse, c'est-à-dire le fait que les planètes sur le satellite que nous lançons exercent des forces, est absolument vrai, puisque quand nous lançons, comme ça a été le cas l'année dernière, un satellite vers Jupiter, porteur d'instruments de mesure très variés, c'est la mission JUICE de la NASA, eh bien, la trajectoire de ce satellite va être contrôlée non seulement par le champ de gravitation du Soleil, qui est très important, mais aussi par le champ de gravitation de la Terre, de Mars, de Jupiter, de Saturne, ce qui va conduire à des calculs de trajectoire très difficiles. Mais vous voyez, là, on est dans ce que nous subissons, ou ce que subit l'observatoire satellite, et non pas notre impact. Je crois que la préoccupation de notre impact sur l'espace, elle est très importante, elle est très insuffisante. Euh, L'espace risque de devenir un Far West d'intérêt particulier. Et c'est certainement un des très grands problèmes du rapport entre l'humanité et le ciel pour le XXIe siècle. Merci Pierre. On va prendre une dernière question. Et puis, Hmm. Bonjour, c'est pas vraiment une question, c'est un remerciement. D'abord pour votre exposé passionnant. Et vous l'avez mentionné en ces temps où l'obscurantisme progresse à une vitesse phénoménale. Merci de continuer vos efforts de vulgarisation pour essayer de contenir cette vague qui est très inquiétante. Merci beaucoup. Voilà, eh bien, je vous remercie les unes et les autres de votre patience, de votre gentillesse, d'être resté malgré mon absence trop lointaine. Et je remercie encore Frédéric Soulu et son équipe, ainsi que la SAPB pour avoir organisé cette soirée. Et puis, ma foi, si jamais vous avez envie de lire un de ces livres, comptez sur moi pour vous envoyer un petit message écrit. merci Pierre, merci beaucoup. Et à très bientôt à Abadia, donc. Et puis, donc, l'histoire universelle du ciel aux arènes. Il y avait aussi l'ouvrage antérieur qui est une histoire de flou qui rentre plus dans les travaux que tu as menés en astronomie, qui a été publié au Pommier, qui est toujours commercialisé. Voilà. Pour nous, eh bien, ce que je vous propose, la prochaine conférence du cycle des conférences académiques aura lieu le samedi 11 octobre à l'occasion de la Fête de la Science. C'est une conférence qui sera publique à Hendaye-Plage et qui sera donnée par Étienne Klein, l'ingénieur du CEA, alors, l'ancien ingénieur du CEA. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacé. Je remercie aussi à mon tour l'équipe de la Société d'astronomie qui a dû réagir assez rapidement pour nous proposer cette liaison de bonne qualité avec Pierre Léna. Et puis, cette conférence qui a été donc enregistrée sera disponible sur YouTube pour ceux qui voudraient la revoir. Et pour vous remercier de vous être déplacé néanmoins, vous avez un petit buffet qui vous attend à l'extérieur du château. Voilà, merci à tous et puis bonne fin de journée. Merci Pierre. Et bon Bon, rétablissement. bon appétit.